Chapitre 27, où Joseph Rouletabille apparaît dans toute sa gloire. Il y eut un remous terrible, on entendit des cris de femmes qui se trouvaient mal. On n'eut plus aucun égard pour la majesté de la justice. Ce fut une bousculade insensée. Tout le monde voulait voir Joseph Rouletabille. Le président cria qu'il allait faire évacuer la salle, mais personne ne l'entendit. Pendant ce temps, Rouletabille sautait par-dessus la balustrade qui le séparait du public assis, se faisait un chemin à grands coups de coude, arrivait auprès de son directeur qui l'embrassait avec effusion, lui prit sa lettre d'entre les mains, la glissa dans sa poche, pénétra dans la partie réservée du prétoire et parvint ainsi jusqu'à la barre des témoins, bousculé, bousculant, le visage souriant, heureux, boule écarlate qu'illuminait encore l'éclair intelligent de ses deux grands yeux ronds. Il avait ce costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ. Mais dans quel état, mon Dieu! L'ulster sur son bras et la casquette de voyage à la main. Et il dit « Je vous demande pardon, monsieur le président. Le transatlantique a eu du retard. J'arrive d'Amérique. Je suis Joseph Rouletabille. » On éclata de rire. Tout le monde était heureux de l'arrivée de ce gamin. Il semblait à toutes ses consciences qu'un immense poids venait de leur être enlevé. On respirait. On avait la certitude qu'il apportait réellement la vérité, qu'il allait faire connaître la vérité. Mais le président était furieux. « Ah, vous êtes Joseph Rouletabille, reprit le président. Eh bien, je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice. En attendant que la Cour délibère sur votre cas, je vous retiens la disposition de la justice, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Mais, monsieur le président, je ne demande que cela, être à la disposition de la justice. Si mon entrée a fait un peu de tapage, j'en demande bien pardon à la Cour. Croyez bien, monsieur le président, que nul plus que moi n'a le respect de la justice. Mais je suis entré comme j'ai pu. » Et il se mit à rire, et tout le monde rit. « Emmenez-le, » commanda le président. Mais maître Henri Robert intervint. Il commença par excuser le jeune homme, le montra animé des meilleurs sentiments. Il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui avait couché au Glandier pendant toute la semaine mystérieuse. D'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. « Vous allez nous dire le nom de l'assassin » demanda le président, ébranlé mais sceptique. « Mais, mon président, je ne suis venu que pour ça, fit Rouletabille. » On faillit applaudir dans le prétoire, mais les chutes énergiques des huissiers rétablirent le silence. « Joseph Rouletabille, dit maître Henri Robert, n'est pas cité régulièrement comme témoin, mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, monsieur le président voudra bien l'interroger. »« C'est bien, fit le président, nous l'interrogerons, mais finissons-en d'abord. » L'avocat général se leva. « Il vaudrait peut-être mieux, fit remarquer le représentant du ministère public, que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin. » Le président acquiesça avec une ironique réserve. « Si monsieur l'avocat général attache quelque importance à la déposition de monsieur Joseph Rouletabille, je ne vois point d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de son assassin. » On eût entendu voler une mouche. Rouletabille se taisait, regardant avec sympathie monsieur Robert Darzac, qui, lui, pour la première fois, depuis le commencement du débat, montrait un visage agité et plein d'angoisse. « Eh bien, répéta le président, on vous écoute, monsieur Joseph Rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. » Rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset, en tira un énorme oignon, y regarda l'heure et dit « Monsieur le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore 4 bonnes heures devant nous. » La salle fit entendre des murmures étonnés et désappointés. Quelques avocats dirent à haute voix « Il se moque de nous ». Le président avait l'air enchanté. Maître Henri Robert et André S. étaient ennuyés. Le président dit « Cette plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins, je vous garde à notre disposition. » Rouletabille protesta. « Je vous affirme, monsieur le président, s'écria-t-il de sa voix aiguë et claironnante, je vous affirme que, lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à 6h30. Parole d'honnête homme, foi de Rouletabille. Mais en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. Monsieur Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au Glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter monsieur Robert Darzac, il a fait arrêter un innocent, il ne doute pas, lui, de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes qui ont souvent corroboré les siennes. Frédéric Larsan dit
Monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre Monsieur Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. » Un murmure d'approbation accueillit cette parole du policier. Il acceptait le duel en beau joueur. La joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à deux solutions différentes. Comme le président se taisait, Frédéric Larsan continua. Ainsi, nous sommes d'accord pour le coup de couteau au cœur qui a été donné au garde par l'assassin de mademoiselle Stangerson. Mais puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin, dans le bout de cour, il serait curieux de savoir comment M. Rouletabille explique cette fuite. Évidemment, fit mon ami, ce serait curieux. Toute la salle partit encore à rire. Le président déclara aussitôt que, si un pareil fait se renouvelait, il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle. Vraiment, termina le président, dans une affaire comme celle-là, je ne vois pas ce qui peut prêter à rire. Moi non plus, dit Rouletabille. Des gens, devant moi, s'enfoncèrent leur mouchoir dans la bouche pour ne pas éclater. Allons, fit le président, vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire M. Frédéric Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour ? Rouletabille regarda Madame Mathieu, qui lui sourit tristement. Puisque Madame Mathieu, dit-il, a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait aux gardes. La coquine, s'écria le père Mathieu. Faites sortir le père Mathieu, ordonna le président. On emmena le père Mathieu. Rouletabille reprit. Puisqu'elle a fait cet aveu, je puis bien vous dire qu'elle avait souvent des conversations avec lui. La nuit, avec le garde, au premier étage du donjon, dans la chambre qui fut autrefois un oratoire. Ces conversations furent surtout fréquentes dans les derniers temps, quand le père Mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes. Une piqûre de morphine, administrée à propos, donnait au père Mathieu le calme et le repos, et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans la nécessité de s'absenter. Madame Mathieu venait au château la nuit, enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait, autant que possible, à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler au sombre fantôme qui, parfois, troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son ami de sa présence, Madame Mathieu avait emprunté au chat de la mère à genoux, une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois, son miaulement sinistre. Aussitôt, le garde descendait de son donjon et venait ouvrir la petite poterne à son ami. Quand les réparations du donjon furent récemment reprises, les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde, au donjon même, la nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur, à l'extrémité de l'aile droite du château, n'étant séparée du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison. Madame Mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé, quand le drame du petit bout de cour survint. Madame Mathieu et le garde, n'ayant plus rien à se dire, étaient sortis du donjon ensemble. Je n'ai appris ces détails, monsieur le président, que par l'examen auquel je me livrais des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin. Bernier, le concierge, que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon, ainsi que je lui permettrai de vous l'expliquer lui-même, ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur. Il n'y arriva un peu plus tard qu'attiré par les coups de revolver et tira à son tour. Voici donc le garde et Madame Mathieu, dans la nuit et le silence de la cour d'honneur. Ils se souhaitaient le bonsoir. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de la cour, et lui s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement, à l'extrémité de l'aile droite du château. Il va atteindre sa porte quand des coups de revolver retentissent. Il se retourne, anxieux. Il revient sur ses pas. Il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait Madame Mathieu ? Surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour, elle se fait plus petite qu'elle peut dans la nuit et dans la cour d'honneur. La cour est vaste, et, se trouvant près de la grille, Madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais elle ne passa pas. Elle resta et vit emporter le cadavre, le cœur serré d'une angoisse bien compréhensible, et poussée par un tragique pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques, l'escalier où l'on avait étendu le corps de son ami, elle vit et s'enfuit. Avait-elle éveillé l'attention du père Jacques ? Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir, qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Cette nuit même, avant le crime, il avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu.
et avait aperçu par sa fenêtre le fantôme noir. Il s'était hâtivement vêtu, et c'est ainsi que l'on explique qu'il arriva dans le vestibule, tout habillé, quand nous apportâmes le cadavre du garde. Donc, cette nuit-là, dans la cour d'honneur, il a voulu, sans doute, une fois pour toutes, regarder de tout près la figure du fantôme. Il l'a reconnu. Le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu. Elle dut lui avouer ses nocturnes entretiens, et le supplier de la sauver en ce moment difficile. L'état de madame Mathieu, qui venait de voir son ami mort, devait être pitoyable. Le père Jacques eut pitié et accompagna madame Mathieu, à travers la Chênaie et hors du parc, par-delà même les bords de l'étang, jusqu'à la route d'Épinay. Là, elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle. Le père Jacques revint au château, et, se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde à ce qu'on ignorât sa présence au château cette nuit-là, essaya autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui, déjà, en comptait tant. Je n'ai nul besoin, ajouta Rouletabille, de demander à madame Mathieu et au père Jacques de corroborer ce récit. Je sais que les choses se sont passées ainsi. Je ferai simplement appel au souvenir de monsieur Larsan, qui, lui, comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu, le lendemain matin, penché sur une double piste, où l'on rencontrait, voyageant de compagnie, l'empreinte des pas du père Jacques et ceux de madame. Ici, Rouletabille se tourna vers madame Mathieu, qui était restée à la barre, et lui fit un salut galant. Les empreintes des pieds de madame, expliqua Rouletabille, ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter. Qu'osait-il dire? Que voulait-il dire? Madame a le pied élégant, long, et plutôt un peu grand pour une femme. C'est, au bout pointu de la bottine près, le pied de l'assassin. Il y eut quelques mouvements dans l'auditoire. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On eût dit vraiment que c'était lui, maintenant, qui commandait la police de l'audience. Je m'empresse de dire, fit-il, que ceci ne signifie pas grand-chose, et qu'un policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, irait tout de go à l'erreur judiciaire. Monsieur Robert Darzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin, et cependant, il n'est pas l'assassin. Nouveau mouvement. Le président demanda à madame Mathieu. C'est bien ainsi que, ce soir-là, les choses se sont passées pour vous, madame? Oui, monsieur le président, répondit-elle. C'est à croire que monsieur Rouletabille était derrière nous. Vous avez donc vu l'assassin fuir jusqu'à l'extrémité de l'aile droite, madame? Oui, comme j'ai vu emporter, une minute plus tard, le cadavre du garde. Et l'assassin, qu'est-il devenu? Vous étiez resté seul dans la cour d'honneur. Il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu alors. Il ignorait votre présence, et le moment était venu pour lui de s'échapper. Je n'ai rien vu, monsieur le président, gémit madame Mathieu. À ce moment-là, la nuit était devenue très noire. C'est donc, fit le président, monsieur Rouletabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. Évidemment, répliqua aussitôt le jeune homme, avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement du bout de la cour dans lequel il était entré sans que nous le vissions. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'eussions touché. C'est un pauvre petit bout de cour de rien du tout, un carré entouré de fosses et de hautes grilles. L'assassin eût marché sur nous, ou nous eussions marché sur lui. Ce carré était aussi quasi matériellement fermé par les fossés, les grilles et par nous-mêmes, que la chambre jaune. Alors, dites-nous, puisque l'homme est entré dans ce carré, dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez point trouvé. Voilà une demi-heure que je ne vous demande que cela. Rouletabille ressortit encore une fois l'oignon, qui garnissait la poche de son gilet. Il y jeta un regard calme et dit « Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant 3h30. Je ne pourrai vous répondre sur ce point qu'à 6h30. » Cette fois-ci, les murmures ne furent ni hostiles, ni désappointés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On lui faisait confiance, et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au président comme il eût fixé un rendez-vous à un camarade. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie, et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait si nettement défini le rôle de madame Mathieu dans l'affaire, et si bien expliqué chacun de ses gestes, cette nuit-là, que monsieur de Rocoux se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. « Eh bien, monsieur Rouletabille, fit-il, c'est comme vous voulez, mais que je ne vous revoie plus avant 6h30. » Rouletabille salua le président,
et dodelinant de sa grosse tête, se dirigea vers la petite porte des témoins. Son regard me cherchait. Il ne me vit point. Alors, je me dégageai tout doucement de la foule qui m'enserrait, et je sortis de la salle d'audience presque en même temps que Rouletabille. Cet excellent ami m'accueillit avec effusion. Il était heureux et loquace. Il me secouait les mains avec jubilation. Je lui dis : « Je ne vous demanderai point, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répliquerez sans doute, comme au président, que vous ne pouvez me répondre qu'à 6h30. Non, mon cher Sinclair, non, mon cher Sinclair. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous êtes un ami. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. Vraiment, vraiment, le nom de la seconde moitié. Parfaitement. Quand nous avons quitté le Glandier pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin, et le nom d'une de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. Nous entrions, à ce moment, dans la salle des témoins. Ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration. Le reporter fut très aimable, si ce n'est avec Arthur Rance, auquel il montra une froideur marquée. Frédéric Larsan, entrant alors dans la salle, Rouletabille alla à lui administra une de ces poignées de main dont il avait le douloureux secret, et dont on revient avec les phalanges brisées. Pour lui montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé. Larsan souriait, sûr de lui-même, et lui demandait, à son tour, ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors, Rouletabille, très aimable, le prit par le bras et lui conta 10 anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent, s'entretenant de choses plus sérieuses, et, par discrétion, je les quittai. Du reste, j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience, où l'interrogatoire des témoins continuait. Je retournai à ma place, et je pus constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui se passait alors, et qu'il attendait impatiemment 6h30. Ces 6h30 sonnèrent, et Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre serait impossible. On ne respirait plus. Monsieur Robert Darzac s'était levé à son banc. Il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité : « Je ne vous fais pas prêter serment, monsieur. Vous n'avez pas été cité régulièrement. Mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. » Et il ajouta menaçant : « Toute l'importance de ces paroles pour vous, sinon pour les autres. » Rouletabille, nullement ému, le regardait. Il dit : « Oui, monsieur. » « Voyons, fit le président. Nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin. Et vous nous promettiez de nous dire, à 6h30, comment l'assassin s'est enfui de ce bout de cour, et aussi le nom de l'assassin. Il est 6h35, monsieur Rouletabille, et nous ne savons encore rien. » « Voilà, monsieur, commença mon ami, au milieu d'un silence si solennel que je ne me rappelle pas en avoir vu de semblable. Je vous ai dit que ce bout de cour était fermé, et qu'il était impossible pour l'assassin de s'échapper de ce carré sans que ceux qui étaient à sa recherche s'en aperçussent. C'est l'exacte vérité. Quand nous étions là, dans le carré de bout de cour, l'assassin s'y trouvait encore avec nous. Et vous ne l'avez pas vu. C'est bien ce que l'accusation prétend. Et nous l'avons tous vu, monsieur le président, s'écria Rouletabille. Et vous ne l'avez pas arrêté. Il n'y avait que moi qui sus qu'il était l'assassin. Et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis, je n'avais d'autre preuve, à ce moment, que ma raison. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là et que nous le voyions. J'ai pris mon temps pour apporter, aujourd'hui, en cour d'assises, une preuve irréfutable, et qui, je m'y engage, contentera tout le monde. Mais parlez, parlez, monsieur, dites-nous quel est le nom de l'assassin, fit le président. Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour, répliqua Rouletabille, qui lui ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. Le nom, murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit : « Je laisse un peu traîner cette déposition, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai mes raisons pour cela. » Le nom, répétait la foule. Silence, glapit l'huissier. Le président dit : « Il faut tout de suite nous dire le nom, monsieur. Ce qui se trouvait dans le bout de cour était le garde, mort. Est-ce lui l'assassin ? Non, monsieur. Le père Jacques ? Non, monsieur. Le concierge Bernier ? Non, monsieur. Monsieur Sinclair ? Non, monsieur. Mister Arthur William Rance, alors ? Il ne reste que Mister Arthur Rance et vous. Vous n'êtes pas l'assassin, non ? Non, monsieur. Alors vous accusez Mister Arthur Rance ? Non, monsieur. Je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir ? Il n'y avait personne dans le bout de cour.
Si, monsieur, il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un penché à sa fenêtre, sur le bout de cour. Frédéric Larsan, s'écria le président. Frédéric Larsan, répondit d'une voix éclatante Rouletabille. Et se retournant vers le public, qui faisait déjà entendre des protestations, il lui lança ces mots avec une force dont je ne le croyais pas capable. Frédéric Larsan, l'assassin. Une clameur où s'exprimaient l'ahurissement, la consternation, l'indignation, l'incrédulité et, chez certains, l'enthousiasme pour le petit bonhomme, assez audacieux pour oser une pareille accusation, remplit la salle. Le président n'essaya même pas de la calmer. Quand elle fut tombée d'elle-même, sous les chutes énergiques de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage, on entendit distinctement Robert Darzac qui disait « C'est impossible, il est fou ». Le président insista. « Vous osez, monsieur, accuser Frédéric Larsan ? Voyez l'effet d'une pareille accusation. Monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. » « Des preuves, monsieur ? Vous voulez des preuves ? Ah, je vais vous en donner une de preuve, fit la voix aiguë de Rouletabille. Qu'on fasse venir Frédéric Larsan. Le président. L'huissier, appelez Frédéric Larsan. L'huissier courut à la porte. L'ouvrit, disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient sur cette petite porte. L'huissier réapparut. Il s'avança au milieu du prétoire et dit « Monsieur le président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures et on ne l'a plus revu. » Rouletabille clama triomphant « Ma preuve, la voilà. » « Expliquez-vous, quelle preuve » demanda le président. « Ma preuve irréfutable, fit le jeune reporter. Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larsan ? Je vous jure qu'il ne reviendra pas, allez. Vous ne reverrez plus Frédéric Larsan. » Rumeur au fond de la salle. Si vous ne vous moquez pas de la justice, pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas profité de ce que Larsan était avec vous, à cette barre, pour l'accuser en face ? Au moins, il aurait pu vous répondre. Quelle réponse eût été plus complète que celle-ci, monsieur le président ? Il ne me répond pas, il ne me répondra jamais. J'accuse Larsan d'être l'assassin et il se sauve. Vous trouvez que ce n'est pas une réponse, ça ? Nous ne voulons pas croire, nous ne croyons point que Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé ? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser ? Si, monsieur, il le savait, puisque je le lui ai appris moi-même tout à l'heure. Vous avez fait cela ? Vous croyez que Larsan est l'assassin et vous lui donnez les moyens de fuir ? Oui, monsieur le président. J'ai fait cela, répliqua Rouletabille avec orgueil. Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste. Et mon métier n'est point de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux, c'est mon affaire. Préservez, vous autres, la société comme vous pouvez, c'est la vôtre. Mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau. Si vous êtes juste, monsieur le président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. Ne vous ai-je pas dit, tout à l'heure, que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant 6h30 ? J'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de prendre le train de 4h17 pour Paris, où il saurait se mettre en sûreté. 1 heure pour arriver à Paris, 1h15 pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage. Cela nous amenait à 6h30. Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan, déclara Rouletabille, en fixant M. Robert Darzac. Il est trop malin. C'est un homme qui vous a toujours échappé, et que vous avez longtemps et vainement poursuivi. S'il est moins fort que moi, ajouta Rouletabille, en riant de bon cœur, il est plus fort que toutes les polices de la Terre. Cet homme qui, depuis 4 ans, s'est introduit à la sûreté, et y est devenu célèbre sous un autre nom, que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, monsieur le président, c'est Ballmeyer. Ballmeyer, s'écria le président. Ballmeyer, fit Robert Darzac en se soulevant. Ballmeyer, c'était donc vrai. Ah ah, monsieur Darzac, vous ne croyez plus que je suis fou maintenant. Ballmeyer, Ballmeyer, Ballmeyer. On n'entendait plus que ce nom dans la salle. Le président suspendit l'audience. Vous pensez si cette suspension d'audience fut mouvementée. Le public avait de quoi s'occuper. Ballmeyer. On trouvait décidément le gamin épatant. Ballmeyer. Mais le bruit de sa mort avait couru, il y avait de cela quelques semaines. Ballmeyer avait donc échappé à la mort, comme, toute sa vie, il avait échappé aux gendarmes. Était-il nécessaire que je rappelle ici les hauts faits de Ballmeyer ? Ils ont, pendant 20 ans, défrayé la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers. Et, si quelques-uns de mes lecteurs ont pu oublier l'affaire de la Chambre jaune, ce nom de Ballmeyer n'est certainement pas sorti de leur mémoire. Ballmeyer fut le type même de l'escroc du grand monde. Il n'était point de gentleman plus gentleman que lui. Il n'était point de prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui. Il n'était point d'apache, comme on dit aujourd'hui, plus audacieux et plus terrible que lui. Reçu dans la meilleure société, inscrit dans les cercles les plus fermés,
il avait volé l'honneur des familles et l'argent des pontes, avec une maestria qui ne fut jamais dépassée. Dans certaines occasions difficiles, il n'avait pas hésité à faire le coup de couteau ou le coup de l'os du mouton. Du reste, il n'hésitait jamais, et aucune entreprise n'était au-dessus de ses forces. Étant tombé une fois entre les mains de la justice, il s'échappa, le matin de son procès, en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient à la cour d'assises. On sut plus tard que, le jour de sa fuite, pendant que les plus fins limiers de la sûreté étaient à ses trousses, il assistait, tranquillement, nullement maquillé, à une première du théâtre français. Il avait ensuite quitté la France pour travailler en Amérique, et la police de l'État d'Ohio avait, un beau jour, mis la main sur l'exceptionnel bandit, mais le lendemain, il s'échappait encore. Ballmeyer. Il faudrait un volume pour parler ici de Ballmeyer, et c'est cet homme qui était devenu Frédéric Larsan. Et c'est ce petit gamin de Rouletabille qui avait découvert cela. Et c'est lui aussi, ce moutard, qui, connaissant le passé d'un Ballmeyer, lui permettait, une fois de plus, de faire la nique à la société, en lui fournissant le moyen de s'échapper. À ce dernier point de vue, je ne pouvais qu'admirer Rouletabille, car je savais que son dessein était de servir jusqu'au bout M. Robert Darzac et Mademoiselle Stangerson en les débarrassant du bandit sans qu'il parlât. On n'était pas encore remis d'une pareille révélation, et j'entendais déjà les plus pressés de s'écrier. En admettant que l'assassin soit Frédéric Larsan, cela ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune, quand l'audience fut reprise. Rouletabille fut appelé immédiatement à la barre et son interrogatoire, car il s'agissait là plutôt d'un interrogatoire que d'une déposition, reprit. Le président. Vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur, qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour. J'admets avec vous, je veux bien admettre que, puisque Frédéric Larsan se trouvait penché à sa fenêtre, au-dessus de vous, il fut encore dans ce bout de cour, mais pour se trouver à sa fenêtre, il lui avait fallu quitter ce bout de cour. Il s'était donc enfui. Et comment? Rouletabille. J'ai dit qu'il n'avait pu s'enfuir normalement. Il s'est donc enfui anormalement, car le bout de cour, je l'ai dit aussi, n'était que quasi fermé, tandis que la chambre jaune l'était tout à fait. On pouvait grimper au mur, chose impossible dans la chambre jaune, se jeter sur la terrasse et de là, pendant que nous étions penchés sur le cadavre du garde, pénétrer de la terrasse dans la galerie par la fenêtre qui donne juste au-dessus. Larsan n'avait plus qu'un pas à faire pour être dans sa chambre, ouvrir sa fenêtre et nous parler. Ceci n'était qu'un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Ballmeyer. Et monsieur le président, voici la preuve de ce que j'avance. Ici, Rouletabille tira de la poche de son veston un petit paquet qu'il ouvrit et dont il tira une cheville. Tenez, monsieur le président, voici une cheville qui s'adapte parfaitement dans un trou que l'on trouve encore dans le corbeau de droite qui soutient la terrasse en encorbellement. Larsan, qui prévoyait tout et qui songeait à tous les moyens de fuite autour de sa chambre, chose nécessaire quand on joue son jeu, avait enfoncé préalablement cette cheville dans ce corbeau. Un pied sur la borne qui est au coin du château, un autre pied sur la cheville, une main à la corniche de la porte du garde, l'autre main à la terrasse, et Frédéric Larsan disparaît dans les airs. D'autant mieux qu'il est fort ingambe et que, ce soir-là, il n'était nullement endormi par un narcotique, comme il avait voulu nous le faire croire. Nous avions dîné avec lui, monsieur le président, et au dessert, il nous joua le coup du monsieur qui tombe de sommeil, car il avait besoin d'être, lui aussi, endormi, pour que, le lendemain, on ne s'étonna point que moi, Rouletabille, j'ai été victime d'un narcotique en dînant avec Larsan. Du moment que nous avions subi le même sort, les soupçons ne l'atteignaient point, et s'égaraient ailleurs. Car moi, monsieur le président, moi, j'ai bel et bien été endormi, et par Larsan lui-même, et comment? Si je n'avais pas été dans ce triste état, jamais Larsan ne se serait introduit dans la chambre de mademoiselle Stangerson ce soir-là, et le malheur ne serait pas arrivé. On entendit un gémissement. C'était M. Darzac qui n'avait pu retenir sa douloureuse plainte. Vous comprenez, ajouta Rouletabille, que, couchant à côté de lui, je le gênais particulièrement, Larsan, cette nuit-là, car il savait, ou du moins il pouvait se douter que cette nuit-là, je veillais. Naturellement, il ne pouvait pas croire une seconde que je le soupçonnais, lui. Mais je pouvais le découvrir au moment où il sortait de sa chambre pour se rendre dans celle de mademoiselle Stangerson. Il attendit, cette nuit-là, pour pénétrer chez mademoiselle Stangerson, que je fusse endormi et que mon ami Sinclair fût occupé, dans ma propre chambre, à me réveiller. 10 minutes plus tard, mademoiselle Stangerson criait à la mort. Comment étiez-vous arrivé à soupçonner alors Frédéric Larsan demanda le président. Le bon bout de ma raison me l'avait indiqué, monsieur le président. Aussi, j'avais l'œil sur lui. Mais c'est un homme terriblement fort.
Et je n'avais pas prévu le coup du narcotique. Oui, oui, le bon bout de ma raison me l'avait montré. Mais il me fallait une preuve palpable, comme qui dirait le voir au bout de mes yeux après l'avoir vu au bout de ma raison. Qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison? Monsieur le Président, la raison a deux bouts, le bon et le mauvais. Il n'y en a qu'un sur lequel vous puissiez vous appuyer avec solidité, c'est le bon. On le reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer, ce bout-là. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, au lendemain de la galerie inexplicable, alors que j'étais comme le dernier des derniers misérables hommes, qui ne savent point se servir de leur raison parce qu'ils ne savent par où la prendre, que j'étais couché par terre et sur les fallacieuses traces sensibles, je me suis soudain relevé en m'appuyant sur le bon bout de ma raison, et je suis monté dans la galerie. Là, je me suis rendu compte que l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pu, cette fois, ni normalement ni anormalement quitter la galerie. Alors, avec le bon bout de ma raison, j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème. Et autour du cercle, j'ai déposé mentalement ces lettres flamboyantes. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans. Qui vois-je donc dans ce cercle? Le bon bout de ma raison me montre, outre l'assassin, qui doit nécessairement s'y trouver, le père Jacques, Monsieur Stangerson, Frédéric Larsan et moi. Cela devait donc faire, avec l'assassin, 5 personnages. Or, quand je cherche dans le cercle, ou si vous préférez dans la galerie, pour parler matériellement, je ne trouve que 4 personnages. Et il est démontré que le cinquième n'a pu s'enfuir, n'a pu sortir du cercle. Donc, j'ai dans le cercle un personnage qui est deux, c'est-à-dire qui est, outre son personnage, le personnage de l'assassin. Pourquoi ne m'en étais-je pas aperçu déjà? Tout simplement parce que le phénomène du doublement du personnage ne s'était pas passé sous mes yeux. Avec qui des 4 personnes enfermées dans le cercle, l'assassin a-t-il pu se doubler sans que je l'aperçoive? Certainement pas avec les personnes qui me sont apparues à un moment dédoublées de l'assassin. Ainsi, ai-je vu, en même temps, dans la galerie, Monsieur Stangerson et l'assassin, le père Jacques et l'assassin, moi et l'assassin. L'assassin ne saurait donc être ni Monsieur Stangerson, ni le père Jacques, ni moi. Et puis, si c'était moi l'assassin, je le saurais bien, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Avais-je vu, en même temps, Frédéric Larsan et l'assassin? Non, non. Il s'était passé 2 secondes, pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin. Car celui-ci était arrivé, comme je l'ai du reste noté dans mes papiers, 2 secondes avant Monsieur Stangerson, le père Jacques et moi, au carrefour des 2 galeries. Cela avait suffi à Larsan pour enfiler la galerie tournante, enlever sa fausse barbe d'un tour de main, se retourner et se heurter à nous comme s'il poursuivait l'assassin. Ballmeyer en a fait bien d'autres. Et vous pensez bien que ce n'était qu'un jeu pour lui, de se grimer de telle sorte qu'il apparut tantôt avec sa barbe rouge à mademoiselle Stangerson, tantôt à un employé de poste, avec un collier de barbe châtain qui le faisait ressembler à monsieur Darzac, dont il avait juré la perte. Oui, le bon bout de ma raison me rapprochait ces 2 personnages, ou plutôt ces 2 moitiés de personnages que je n'avais pas vus en même temps. Frédéric Larsan et l'inconnu que je poursuivais, pour en faire l'être mystérieux et formidable que je cherchais, l'assassin. Cette révélation me bouleversa. J'essayais de me ressaisir en m'occupant un peu des traces sensibles, des signes extérieurs qui m'avaient jusqu'alors égaré et qu'il fallait faire entrer dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison. Quels étaient, tout d'abord, les principaux signes extérieurs cette nuit-là qui m'avaient éloigné de l'idée d'un Frédéric Larsan assassin? Numéro 1. J'avais vu l'inconnu dans la chambre de mademoiselle Stangerson, et, courant à la chambre de Frédéric Larsan, j'avais trouvé Frédéric Larsan bouffi de sommeil. Numéro 2. L'échelle. Numéro 3. J'avais placé Frédéric Larsan au bout de la galerie tournante, en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de mademoiselle Stangerson pour essayer de prendre l'assassin. Or, j'étais retourné dans la chambre de mademoiselle Stangerson, où j'avais retrouvé mon inconnu. Le premier signe extérieur ne m'embarrassa guère. Il est probable que lorsque je descendis de mon échelle, après avoir vu l'inconnu dans la chambre de mademoiselle Stangerson, celui-ci avait déjà fini ce qu'il avait à y faire. Alors, pendant que je rentrais dans le château, il rentrait, lui, dans la chambre de Frédéric Larsan, se déshabillait, en 2 temps 3 mouvements, et quand je venais frapper à sa porte, montrait un visage de Frédéric Larsan ensommeillé à plaisir. Le second signe, l'échelle, ne m'embarrassa pas davantage. Il était évident que si l'assassin était Larsan, il n'avait pas besoin d'échelle pour s'introduire dans le château, puisque Larsan couchait à côté de moi. Mais cette échelle pouvait faire croire à la venue de l'assassin de l'extérieur, chose nécessaire au système de Larsan, puisque, cette nuit-là, M. Darzac n'était pas au château.
Enfin, cette échelle, en toute connaissance de cause, pouvait faciliter la fuite de Larsan. Mais le troisième signe extérieur me déroutait tout à fait. Ayant placé Larsan au bout de la galerie tournante, je ne pouvais expliquer qu'il eût profité du moment où j'allais dans l'aile gauche du château, trouver M. Stangerson et le père Jacques, pour retourner dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. C'était là un geste bien dangereux. Il risquait de se faire prendre, et il le savait. Et il a failli se faire prendre, n'ayant pas eu le temps de regagner son poste, comme il l'avait certainement espéré. Il fallait qu'il eût, pour retourner dans la chambre, une raison bien nécessaire qui lui fût apparue tout à coup, après mon départ, car il n'aurait pas sans cela prêté son revolver. Quant à moi, quand j'envoyais le père Jacques au bout de la galerie droite, je croyais naturellement que Larsan était toujours à son poste, au bout de la galerie tournante, et le père Jacques lui-même, à qui, du reste, je n'avais point donné de détails, en se rendant à son poste, ne regarda pas, lorsqu'il passa à l'intersection des deux galeries, si Larsan était au sien. Le père Jacques ne songeait alors qu'à exécuter mes ordres rapidement. Quelle était donc cette raison imprévue qui avait pu conduire Larsan une seconde fois dans la chambre? Je pensais que ça ne pouvait être qu'une marque sensible de son passage qui le dénonçait. Il avait oublié quelque chose de très important dans la chambre. Avait-il retrouvé cette chose? Je me rappelais la bougie sur le parquet et l'homme courbé. Je priai Madame Bernier, qui faisait la chambre, de chercher, et elle trouva un binocle. Ce binocle, monsieur le président. Et Rouletabille sortit de son petit paquet le binocle que nous connaissons déjà. Quand je vis ce binocle, je fus épouvanté. Je n'avais jamais vu de binocle à Larsan. S'il n'en mettait pas, c'est donc qu'il n'en avait pas besoin. Il en avait moins besoin encore alors, dans un moment où la liberté de ses mouvements lui était chose si précieuse. Que signifiait ce binocle? Il n'entrait point dans mon cercle, à moins qu'il ne fût celui d'un presbyte, m'exclamai-je tout à coup. En effet, je n'avais jamais vu écrire Larsan. Je ne l'avais jamais vu lire. Il pouvait donc être presbyte. On savait certainement à la sûreté qu'il était presbyte, s'il l'était. On connaissait sans doute son binocle. Le binocle du presbyte Larsan, trouvé dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Après le mystère de la galerie inexplicable, cela devenait terrible pour Larsan. Ainsi s'expliquait le retour de Larsan dans la chambre. Et en effet, Larsan Ballmeyer est bien presbyte, et ce binocle, que l'on reconnaîtra peut-être à la sûreté, est bien le sien. Vous voyez, monsieur, quel est mon système, continua Rouletabille. Je ne demande pas aux signes extérieurs de m'apprendre la vérité. Je leur demande simplement de ne pas aller contre la vérité que m'a désigné le bon bout de ma raison. Pour être tout à fait sûr de la vérité sur Larsan, car Larsan assassin était une exception, qui méritait que l'on s'entourât de quelques garanties, j'eus le tort de vouloir voir sa figure. J'en ai été bien puni. Je crois que c'est le bon bout de ma raison qui s'est vengé de ce que, depuis la galerie inexplicable, je ne me fusse pas appuyé solidement, définitivement, en toute confiance sur lui, négligeant magnifiquement de trouver d'autres preuves de la culpabilité de Larsan que celle de ma raison. Alors, Mademoiselle Stangerson a été frappée. Rouletabille s'arrête, se mouche, vivement ému. Mais qu'est-ce que Larsan, demanda le président, venait faire dans cette chambre? Pourquoi a-t-il tenté d'assassiner à 2 reprises Mademoiselle Stangerson? Parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Voilà évidemment une raison. Oui, monsieur, une raison péremptoire. Il était amoureux fou. Et à cause de cela, et de bien d'autres choses aussi, capable de tous les crimes. Mademoiselle Stangerson le savait? Oui, monsieur, mais elle ignorait, naturellement, que l'individu qui la poursuivait ainsi fut Frédéric Larsan. Sans quoi, Frédéric Larsan ne serait pas venu s'installer au château, et n'aurait pas, la nuit de la galerie inexplicable, pénétré avec nous auprès de Mademoiselle Stangerson après l'affaire. J'ai remarqué du reste qu'il s'était tenu dans l'ombre, et qu'il avait continuellement la face baissée. Ses yeux devaient chercher le binocle perdu. Mademoiselle Stangerson a eu à subir les poursuites et les attaques de Larsan sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions, mais qu'elle pouvait connaître déjà. Et vous, monsieur Darzac, demanda le président, vous avez peut-être, à ce propos, reçu les confidences de Mademoiselle Stangerson. Comment se fait-il que Mademoiselle Stangerson n'ait parlé de cela à personne? Cela aurait pu mettre la justice sur les traces de l'assassin, et si vous êtes innocent, vous aurez épargné la douleur d'être accusé. Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit, fit monsieur Darzac. Ce que dit le jeune homme vous paraît-il possible? Demanda encore le président. Imperturbablement, monsieur Robert Darzac répondit. Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit. Comment expliquez-vous que, la nuit de l'assassinat du garde, reprit le président, en se tournant vers Rouletabille, l'assassin ait rapporté les papiers volés à monsieur Stangerson? Comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre fermée de mademoiselle Stangerson?
Oh, quant à cette dernière question, il est facile, je crois, d'y répondre. Un homme comme Larsan Ballmeyer devait se procurer ou faire facilement les clés qui lui étaient nécessaires. Quant au vol des documents, je crois que Larsan n'y avait pas d'abord songé. Espionnant partout mademoiselle Stangerson, bien décidé à empêcher son mariage avec monsieur Robert Darzac, il suit un jour mademoiselle Stangerson et monsieur Robert Darzac dans les grands magasins de la Louve, s'empare du réticule de mademoiselle Stangerson, que celle-ci perd ou se laisse prendre. Dans ce réticule, il y a une clé à tête de cuivre. Il ne sait pas l'importance qu'a cette clé. Elle lui est révélée par la note que fait paraître mademoiselle Stangerson dans les journaux. Il écrit à mademoiselle Stangerson poste restante, comme la note l'en prie. Il demande sans doute un rendez-vous, en faisant savoir que celui qui a le réticule et la clé est celui qui la poursuit depuis quelque temps de son amour. Il ne reçoit pas de réponse. Il va constater au bureau 40 que sa lettre n'est plus là. Il y va, ayant déjà pris l'allure et autant que possible l'habit de M. Darzac, car, décidé à tout pour avoir mademoiselle Stangerson, il a tout préparé pour que, quoi qu'il arrive, M. Darzac, aimé de mademoiselle Stangerson, M. Darzac qu'il déteste et dont il veut la perte, passe pour le coupable. Je dis quoi qu'il arrive, mais je pense que Larsan ne pensait pas encore qu'il en serait réduit à l'assassinat. Dans tous les cas, ces précautions sont prises pour compromettre mademoiselle Stangerson sous le déguisement de Darzac. Larsan a, du reste, à peu près la taille de M. Darzac et quasi le même pied. Il ne lui serait pas difficile, s'il est nécessaire, après avoir dessiné l'empreinte du pied de M. Darzac, de se faire faire, sur ce dessin, des chaussures qu'il chaussera. Ce sont là un truc enfantin pour Larsan Ballmeyer. Donc, pas de réponse à sa lettre, pas de rendez-vous, et il a toujours la petite clé précieuse dans sa poche. Eh bien, puisque mademoiselle Stangerson ne vient pas à lui, il ira à elle. Depuis longtemps, son plan est fait. Il s'est documenté sur le glandier et sur le pavillon. Un après-midi, alors que monsieur et mademoiselle Stangerson viennent de sortir pour la promenade, et que le père Jacques lui-même est parti, il s'introduit dans le pavillon par la fenêtre du vestibule. Il est seul pour le moment, il a des loisirs, il regarde les meubles, l'un d'eux, fort curieux, et ressemblant à un coffre-fort, a une toute petite serrure. Tiens, cela l'intéresse. Comme il a sur lui la petite clé de cuivre, il y pense. Liaison d'idées. Il essaye la clé dans la serrure, la porte s'ouvre. Des papiers. Il faut que ces papiers soient bien précieux pour qu'on les ait enfermés dans un meuble aussi particulier. Pour qu'on tienne tant à la clé qui ouvre ce meuble. Cela peut toujours servir à un petit chantage. Cela l'aidera peut-être dans ses desseins amoureux. Vite, il fait un paquet de ses paperasses et va le déposer dans le lavatory du vestibule. Entre l'expédition du pavillon et la nuit de l'assassinat du garde, Narsan a eu le temps de voir ce qu'étaient ces papiers. Qu'en ferait-il? Ils sont plutôt compromettants. Cette nuit-là, il les rapporta au château. Peut-être a-t-il espéré du retour de ces papiers, qui représentaient 20 ans de travaux, une reconnaissance quelconque de mademoiselle Stangerson. Tout est possible dans un cerveau comme celui-là. Enfin, quelle qu'en soit la raison, il a rapporté ses papiers et il en était bien débarrassé. Rouletabille tout ça, et je compris ce que signifiait cette toux. Il était évidemment embarrassé, à ce point de ses explications, par la volonté qu'il avait de ne point donner le véritable motif de l'attitude effroyable de Larsan vis-à-vis de mademoiselle Stangerson. Son raisonnement était trop incomplet pour satisfaire tout le monde, et le président lui en eût certainement fait l'observation si, malin comme un singe, Rouletabille ne s'était écrié « Maintenant, nous arrivons à l'explication du mystère de la chambre jaune ». Il y eut, dans la salle, des remuements de chaises, de légères bousculades, des chutes énergiques. La curiosité était poussée à son comble. Mais, fit le président, il me semble, d'après votre hypothèse, monsieur Rouletabille, que le mystère de la chambre jaune est tout expliqué. Et c'est Frédéric Larsan qui nous l'a expliqué lui-même, en se contentant de tromper sur le personnage, en mettant monsieur Robert Darzac à sa propre place. Il est évident que la porte de la chambre jaune s'est ouverte, quand monsieur Stangerson était seul, et que le professeur a laissé passer l'homme qui sortait de la chambre de sa fille sans l'arrêter, peut-être même sur la prière de sa fille pour éviter tout scandale. Non, monsieur le président, protesta avec force le jeune homme. Vous oubliez que mademoiselle Stangerson, assommée, ne pouvait plus faire de prière, et qu'elle ne pouvait plus refermer sur elle ni le verrou ni la serrure. Vous oubliez aussi que monsieur Stangerson a juré sur la tête de sa fille à l'agonie que la porte ne s'était pas ouverte. C'est pourtant, monsieur, la seule façon d'expliquer les choses. La chambre jaune était close comme un coffre-fort. Pour me servir de vos expressions,
Il était impossible à l'assassin de s'en échapper, normalement ou anormalement. Quand on pénètre dans la chambre, on ne le trouve pas, il faut bien pourtant qu'il s'échappe. C'est tout à fait inutile, monsieur le président. Comment cela? Il n'avait pas besoin de s'échapper s'il n'y était pas. Rumeur dans la salle. Comment il n'y était pas? Évidemment non, puisqu'il ne pouvait pas y être. C'est qu'il n'y était pas. Il faut toujours, monsieur le président, s'appuyer sur le bon bout de sa raison. Mais toutes les traces de son passage, protesta le président. Ça, monsieur le président, c'est le mauvais bout de la raison. Le bon bout nous indique ceci. Depuis le moment où mademoiselle Stangerson s'est enfermée dans sa chambre, jusqu'au moment où l'on a défoncé la porte, il est impossible que l'assassin se soit échappé de cette chambre. Et, comme on ne l'y trouve pas, c'est que, depuis le moment de la fermeture de la porte jusqu'au moment où on la défonce, l'assassin n'était pas dans la chambre. Mais les traces. Monsieur le président, ça, c'est les marques sensibles. Les marques sensibles avec lesquelles on commet tant d'erreurs judiciaires. Parce qu'elles vous font dire ce qu'elles veulent. Il ne faut point s'en servir pour raisonner. Il faut raisonner d'abord, et voir ensuite si les marques sensibles peuvent entrer dans le cercle de votre raisonnement. J'ai un tout petit cercle de vérité incontestable. L'assassin n'était point dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-on cru qu'il y était? À cause des marques de son passage. Mais il peut être passé avant. Que dis-je? Il doit être passé avant. La raison me dit qu'il faut qu'il soit passé là avant. Examinons les marques et ce que nous savons de l'affaire, et voyons si ces marques vont à l'encontre de ce passage avant que mademoiselle Stangerson s'enferme dans sa chambre, devant son père et le père Jacques. Après la publication de l'article du matin, et une conversation que j'eus dans le trajet de Paris à Épinay-sur-Orge avec le juge d'instruction, la preuve me parut faite que la chambre jaune était mathématiquement close, et que, par conséquent, l'assassin en avait disparu avant l'entrée de mademoiselle Stangerson dans sa chambre à minuit. Les marques extérieures se trouvaient alors être terriblement contre ma raison. Mademoiselle Stangerson ne s'était pas assassinée toute seule, et ces marques attestaient qu'il n'y avait pas eu suicide. L'assassin était donc venu avant. Mais comment mademoiselle Stangerson n'avait-elle été assassinée qu'après? Ou plutôt, ne paraissait-elle avoir été assassinée qu'après? Il me fallait naturellement reconstituer l'affaire en deux phases. Deux phases bien distinctes l'une de l'autre de quelques heures. La première phase, pendant laquelle on avait réellement tenté d'assassiner mademoiselle Stangerson, tentative qu'elle avait dissimulée. La seconde phase, pendant laquelle, à la suite d'un cauchemar qu'elle avait eu, ceux qui étaient dans le laboratoire avaient cru qu'on l'assassinait. Je n'avais pas encore, alors, pénétré dans la chambre jaune. Quelles étaient les blessures de mademoiselle Stangerson? Des marques de strangulation et un coup formidable à la tempe. Les marques de strangulation ne me gênaient pas. Elles pouvaient avoir été faites avant, et mademoiselle Stangerson les avait dissimulées sous une collerette, un boa, n'importe quoi. Car du moment que je créais, que j'étais obligé de diviser l'affaire en deux phases, j'étais acculé à la nécessité de me dire que mademoiselle Stangerson avait caché tous les événements de la première phase. Elle avait des raisons, sans doute, assez puissantes pour cela, puisqu'elle n'avait rien dit à son père, et qu'elle dut raconter naturellement au juge d'instruction l'agression de l'assassin dont elle ne pouvait nier le passage, comme si cette agression avait eu lieu la nuit pendant la seconde phase. Elle y était forcée, sans quoi son père lui eût dit « Que nous as-tu caché là? Que signifie ton silence après une pareille agression ?» Elle avait donc dissimulé les marques de la main de l'homme à son cou. Mais il y avait eu le coup formidable de la tempe. Ça, je ne le comprenais pas. Surtout quand j'appris que l'on avait trouvé dans la chambre un os de mouton, arme du crime. Elle ne pouvait avoir dissimulé qu'on l'avait assommée. Et cependant, cette blessure apparaissait évidemment comme ayant dû être faite pendant la première phase, puisqu'elle nécessitait la présence de l'assassin. J'imaginais que cette blessure était beaucoup moins forte qu'on ne le disait. En quoi j'avais tort. Et je pensais que mademoiselle Stangerson avait caché la blessure de la tempe sous une coiffure en bandeau. Quant à la marque sur le mur, de la main de l'assassin blessé par le revolver de mademoiselle Stangerson, cette marque avait été faite évidemment avant, et l'assassin avait été nécessairement blessé pendant la première phase, c'est-à-dire pendant qu'il était là. Toutes les traces du passage de l'assassin avaient été naturellement laissées pendant la première phase, l'os de mouton, les pas noirs, le béret, le mouchoir, le sang sur le mur, sur la porte et par terre. De toute évidence, si ces traces étaient encore là, c'est que mademoiselle Stangerson, qui désirait qu'on ne sût rien et qui agissait pour qu'on ne sût rien de cette affaire, n'avait pas encore eu le temps de les faire disparaître. Ce qui me conduisait à chercher la première phase de l'affaire, dans un temps très rapproché de la seconde. Si, après la première phase, c'est-à-dire
Après que l'assassin se fût échappé, après qu'elle-même eût en hâte regagné le laboratoire où son père la retrouvait, travaillant, si elle avait pu pénétrer à nouveau un instant dans la chambre, elle aurait au moins fait disparaître tout de suite l'os de mouton, le béret et le mouchoir qui traînaient par terre. Mais elle ne le tenta pas, son père ne l'ayant pas quitté. Après, donc, cette première phase, elle n'est entrée dans sa chambre qu'à minuit. Quelqu'un y était entré à 10 heures, le père Jacques, qui fit sa besogne de tous les soirs, ferma les volets et alluma la veilleuse. Dans son anéantissement sur le bureau du laboratoire où elle feignait de travailler, mademoiselle Stangerson avait sans doute oublié que le père Jacques allait entrer dans sa chambre. Aussi, elle a un mouvement. Elle prie le père Jacques de ne pas se déranger, de ne pas pénétrer dans la chambre. Ceci est en toutes lettres dans l'article du matin. Le père Jacques entre tout de même et ne s'aperçoit de rien tant la chambre jaune est obscure. Mademoiselle Stangerson a dû vivre là 2 minutes affreuses. Cependant, je crois qu'elle ignorait qu'il y avait tant de marques du passage de l'assassin dans sa chambre. Elle n'avait sans doute, après la première phase, eu que le temps de dissimuler les traces de doigts de l'homme à son cou et de sortir de sa chambre. Si elle avait su que l'os, le béret et le mouchoir fussent sur le parquet, elle les aurait également ramassés quand elle est rentrée à minuit dans sa chambre. Elle ne les a pas vus. Elle s'est déshabillée à la clarté douteuse de la veilleuse. Elle s'est couchée, brisée par tant d'émotions et par la terreur qui ne l'avait fait regagner cette chambre que le plus tard possible. Ainsi étais-je obligé d'arriver de la sorte à la seconde phase du drame, avec mademoiselle Stangerson seule dans la chambre, du moment qu'on n'avait pas trouvé l'assassin dans la chambre. Ainsi devais-je naturellement faire entrer dans le cercle de mon raisonnement les marques extérieures. Mais il y avait d'autres marques extérieures à expliquer. Des coups de revolver avaient été tirés pendant la seconde phase. Des cris « Au secours, à l'assassin !» avaient été proférés. Que pouvait me désigner, en une telle occurrence, le bon bout de ma raison? Quant aux cris, d'abord, du moment où il n'y a pas d'assassin dans la chambre, il y avait forcément cauchemar dans la chambre. On entend un grand bruit de meubles renversés, j'imagine. Je suis obligé d'imaginer ceci. Mademoiselle Stangerson s'est endormie, hantée par l'abominable scène de l'après-midi. Elle rêve, le cauchemar précise ses images rouges, elle revoit l'assassin qui se précipite sur elle, elle crie « À l'assassin, au secours !» Et son geste désordonné va chercher le revolver qu'elle a posé, avant de se coucher sur sa table de nuit. Mais cette main heurte la table de nuit avec une telle force qu'elle la renverse. Le revolver roule par terre, un coup part et va se loger dans le plafond. Cette balle dans le plafond me parut, dès l'abord, devoir être la balle de l'accident. Elle révélait la possibilité de l'accident et arrivait si bien avec mon hypothèse de cauchemar qu'elle fut une des raisons pour lesquelles je commençai à ne plus douter que le crime avait eu lieu avant, et que mademoiselle Stangerson, douée d'un caractère d'une énergie peu commune, l'avait caché. Cauchemar, coup de revolver, mademoiselle Stangerson, dans un état moral affreux, est réveillée. Elle essaye de se lever. Elle roule par terre sans force, renversant les meubles, râlant même « À l'assassin, au secours !» et s'évanouit. Cependant, on parlait de 2 coups de revolver la nuit, lors de la seconde phase. À moi aussi pour ma thèse, ce n'était plus déjà une hypothèse, il en fallait 2. Mais un dans chacune des phases, et non pas 2 dans la dernière. Un coup pour blesser l'assassin, avant, et un coup lors du cauchemar, après. Or, était-il bien sûr que, la nuit, 2 coups de revolver eussent été tirés, le revolver s'était fait entendre au milieu du fracas de meubles renversés. Dans un interrogatoire, M. Stangerson parle d'un coup sourd d'abord, d'un coup éclatant ensuite. Si le coup sourd avait été produit par la chute de la table de nuit en marbre sur le plancher, il est nécessaire que cette explication soit la bonne. Je fus certain qu'elle était la bonne quand je sus que les concierges, Bernier et sa femme, n'avaient entendu, eux qui étaient tout près du pavillon, qu'un seul coup de revolver. Ils l'ont déclaré au juge d'instruction. Ainsi, j'avais presque reconstitué les 2 phases du drame, quand je pénétrais, pour la première fois, dans la chambre jaune. Cependant, la gravité de la blessure à la tempe n'entrait pas dans le cercle de mon raisonnement. Cette blessure n'avait donc pas été faite par l'assassin avec l'os de mouton, lors de la première phase, parce qu'elle était trop grave, que mademoiselle Stangerson n'aurait pu la dissimuler, et qu'elle ne l'avait pas dissimulée sous une coiffure en bandeau. Alors, cette blessure avait été nécessairement faite lors de la seconde phase. Au moment du cauchemar, c'est ce que je suis allé demander à la chambre jaune, et la chambre jaune m'a répondu. Rouletabille tira, toujours de son petit paquet,
un morceau de papier blanc plié en quatre, et de morceaux de papier blanc sortit un objet invisible, qu'il tint entre le pouce et l'index et qu'il porta au président. Ceci, monsieur le président, est un cheveu blond maculé de sang, un cheveu de mademoiselle Stangerson. Je l'ai trouvé collé à l'un des coins de marbre de la table de nuit renversée. Ce coin de marbre était lui-même maculé de sang. Oh, un carré rouge de rien du tout, mais fort important, car il m'apprenait, ce carré de sang, qu'en se levant affolée de son lit, mademoiselle Stangerson était tombée de tout son haut et fort brutalement sur ce coin de marbre qui l'avait blessé à la tempe, et qui avait retenu ce cheveu que mademoiselle Stangerson devait avoir sur le front, bien qu'elle ne portât pas la coiffure en bandeau. Les médecins avaient déclaré que mademoiselle Stangerson avait été assommée avec un objet contondant, et comme l'os de mouton était là, le juge d'instruction avait immédiatement accusé l'os de mouton. Mais le coin d'une table de nuit en marbre est aussi un objet contondant, auquel ni les médecins ni le juge d'instruction n'avaient songé, et que je n'eusse peut-être point découvert moi-même si le bon bout de ma raison ne me l'avait fait pressentir. La salle faillit partir une fois de plus en applaudissements, mais comme Rouletabille reprenait tout de suite sa déposition, le silence se rétablit sur le champ. Il me restait à savoir, en dehors du nom de l'assassin, que je ne devais connaître que quelques jours plus tard, à quel moment avait eu lieu la première phase du drame. L'interrogatoire de mademoiselle Stangerson, bien qu'arrangé pour tromper le juge d'instruction, et celui de monsieur Stangerson, devait me le révéler. Mademoiselle Stangerson a donné exactement l'emploi de son temps ce jour-là. Nous avons établi que l'assassin s'est introduit entre 5 et 6 heures dans le pavillon. Mettons qu'il fut 6h15 quand le professeur et sa fille se sont remis au travail. C'est donc entre 5 heures et 6h15 qu'il faut chercher. Que dis-je, 5 heures? Mais le professeur est alors avec sa fille. Le drame ne pourra s'être passé que loin du professeur. Il me faut donc, dans ce court espace de temps, chercher le moment où le professeur et sa fille seront séparés. Eh bien, ce moment, je le trouve dans l'interrogatoire qui eut lieu dans la chambre de mademoiselle Stangerson, en présence de monsieur Stangerson. Il y est marqué que le professeur et sa fille rentrent vers 6 heures au laboratoire. Monsieur Stangerson dit, à ce moment, je fus abordé par mon garde, qui me retint un instant. Il y a donc conversation avec le garde. Le garde parle à monsieur Stangerson de coupe de bois ou de braconnage. Mademoiselle Stangerson n'est plus là. Elle a déjà gagné le laboratoire, puisque le professeur dit encore « Je quittai le garde et je rejoignis ma fille qui était déjà au travail. » C'est donc dans ces courtes minutes que le drame se déroula, c'est nécessaire. Je vois très bien mademoiselle Stangerson rentrer dans le pavillon, pénétrer dans sa chambre pour poser son chapeau et se trouver en face du bandit qui la poursuit. Le bandit était là, dans le pavillon, depuis un certain temps. Il devait avoir arrangé son affaire pour que tout se passât la nuit. Il avait alors déchaussé les chaussures du père Jacques qui le gênaient, dans les conditions que j'ai dites au juge d'instruction. Il avait opéré la rafle des papiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il s'était ensuite glissé sous le lit quand le père Jacques était revenu laver le vestibule et le laboratoire. Le temps lui avait paru long. Il s'était relevé, après le départ du père Jacques, avait à nouveau erré dans le laboratoire, était venu dans le vestibule, avait regardé dans le jardin, et avait vu venir vers le pavillon, car, à ce moment-là, la nuit qui commençait était très claire, mademoiselle Stangerson toute seule. Jamais il n'eût osé l'attaquer à cette heure-là, s'il n'avait cru être certain que mademoiselle Stangerson était seule. Et pour qu'elle lui apparût seule, il fallait que la conversation entre monsieur Stangerson et le garde qui le retenait eût lieu à un coin détourné du sentier, point où se trouve un bouquet d'arbres qui les cachait aux yeux du misérable. Alors son plan est fait. Il va être plus tranquille, seul avec mademoiselle Stangerson dans ce pavillon, qu'il ne l'aurait été en pleine nuit avec le père Jacques dormant dans son grenier. Et il dut fermer la fenêtre du vestibule. Ce qui explique aussi que ni M. Stangerson, ni le garde, du reste assez éloigné encore du pavillon, n'ont entendu le coup de revolver. Puis il regagna la chambre jaune. Mademoiselle Stangerson arrive. Ce qui s'est passé a dû être rapide comme l'éclair. Mademoiselle Stangerson a dû crier. Ou plutôt, a voulu crier son effroi. L'homme l'a saisie à la gorge. Peut-être va-t-il l'étouffer et l'étrangler. Mais la main tâtonnante de mademoiselle Stangerson a saisi, dans le tiroir de la table de nuit, le revolver qu'il y a caché depuis qu'elle redoute les menaces de l'homme. L'assassin brandit déjà, sur la tête de la malheureuse, cette arme terrible dans les mains de Larsan Ballmeyer. Un os de mouton. Mais elle tire. Le coup part. Blesse la main qui abandonne l'arme. L'os de mouton roule par terre.
ensanglanté par la blessure de l'assassin. L'assassin chancelle, va s'appuyer à la muraille, y imprime ses doigts rouges, craint une autre balle et s'enfuit. Elle le voit traverser le laboratoire, elle écoute. Que fait-il dans le vestibule? Il est bien long à sauter par cette fenêtre. Enfin, il saute. Elle court à la fenêtre et la referme. Et maintenant, est-ce que son père a vu? A entendu? Maintenant que le danger a disparu, toute sa pensée va à son père. Douée d'une énergie surhumaine, elle lui cachera tout, s'il en est temps encore, et quand M. Stangerson reviendra, il trouvera la porte de la chambre jaune fermée, et sa fille dans le laboratoire, penchée sur son bureau, attentive, au travail déjà. Rouletabille se tourne alors vers M. Darzac. Vous savez la vérité, s'écria-t-il. Dites-nous donc si la chose ne s'est pas passée ainsi. Je n'en sais rien, répondit M. Darzac. Vous êtes un héros, fait Rouletabille en se croisant les bras. Mais si mademoiselle Stangerson était, hélas, en état de savoir que vous êtes accusé, elle vous relèverait de votre parole. Elle vous prierait de dire tout ce qu'elle vous a confié. Que dis-je? Elle viendrait vous défendre elle-même. M. Darzac ne fit pas un mouvement, ne prononça pas un mot. Il regarda tristement Rouletabille. Enfin, fit celui-ci, puisque mademoiselle Stangerson n'est pas là, il faut bien que j'y sois, moi. Mais croyez-moi, monsieur Darzac, le meilleur moyen, le seul de sauver mademoiselle Stangerson et de lui rendre la raison, c'est encore de vous faire acquitter. Un tonnerre d'applaudissements accueillit cette dernière phrase. Le président n'essayait même pas de réfréner l'enthousiasme de la salle. Robert Darzac était sauvé. Il n'y avait qu'à regarder les jurés pour en être certain. Leur attitude manifestait hautement leur conviction. Le président s'écria alors « Mais enfin, quel est ce mystère qui fait que mademoiselle Stangerson, que l'on tente d'assassiner, dissimule un pareil crime à son père ?» Ça, monsieur, fit Rouletabille, je sais pas. Ça ne me regarde pas. Le président fit un nouvel effort auprès de M. Robert Darzac. Vous refusez toujours de nous dire, monsieur, quel a été l'emploi de votre temps pendant qu'on attentait à la vie de mademoiselle Stangerson? Je ne peux rien vous dire, monsieur. Le président implora du regard une explication de Rouletabille. On a le droit de penser, monsieur le président, que les absences de M. Robert Darzac étaient étroitement liées au secret de mademoiselle Stangerson. Aussi, M. Darzac se croit-il tenu à garder le silence. Imaginez que Larsan, qui a, lors de ses 3 tentatives, tout mis en train pour détourner les soupçons sur M. Darzac, ait fixé, justement, ces 3 fois-là, des rendez-vous à M. Darzac dans un endroit compromettant. Rendez-vous où il devait être traité du mystère. M. Darzac se fera plutôt condamner que d'avouer quoi que ce soit, que d'expliquer quoi que ce soit qui touche au mystère de mademoiselle Stangerson. Larsan est assez malin pour avoir fait encore cette combinaise-là. Le président, ébranlé mais curieux, répartit encore. Mais quel peut bien être ce mystère-là? Ah, monsieur, je pourrais pas vous dire, fit Rouletabille, en saluant le président. Seulement, je crois que vous en savez assez maintenant pour acquitter monsieur Robert Darzac. À moins que Larsan ne revienne. Mais je crois pas, fit-il, en riant d'un gros rire heureux. Tout le monde rit avec lui. Encore une question, monsieur, fit le président. Nous comprenons, toujours en admettant votre thèse, que Larsan ait voulu détourner les soupçons sur monsieur Robert Darzac. Mais quel intérêt avait-il à les détourner aussi sur le père Jacques? L'intérêt du policier, monsieur. L'intérêt de se montrer débrouillard en annihilant lui-même ces preuves qu'il avait accumulées. C'est très fort, ça. C'est un truc qui lui a souvent servi à détourner les soupçons qui eussent pu s'arrêter sur lui-même. Il prouvait l'innocence de l'un avant d'accuser l'autre. Songez, monsieur le président. Une affaire comme celle-là devait avoir été longuement mijotée à l'avance par Larsan. Je vous dis qu'il avait tout étudié, et qu'il connaissait les êtres et tout. Si vous avez la curiosité de savoir comment il s'était documenté, vous apprendrez qu'il s'était fait un moment le commissionnaire entre le laboratoire de sûreté et M. Stangerson, à qui on demandait des expériences. Ainsi, il a pu, avant le crime, pénétrer 2 fois dans le pavillon. Il était grimé de telle sorte que le père Jacques, depuis, ne l'a pas reconnu. Mais il a trouvé, lui et Larsan, l'occasion de chipper au père Jacques une vieille paire de godillots et un béret hors d'usage, que le vieux serviteur de M. Stangerson avait noué dans un mouchoir pour les porter sans doute à un de ses amis, charbonnier sur la route d'Épinay. Quand le crime fut découvert, le père Jacques, reconnaissant les objets à part lui, n'eut garde de les reconnaître immédiatement. Ils étaient trop compromettants. Et c'est ce qui vous explique son trouble, à cette époque, quand nous lui en parlions. Tout cela était simple comme bonjour, et j'ai acculé Larsan à me l'avouer. Il l'a, du reste, fait avec plaisir, car, si c'est un bandit, ce qui ne fait plus, j'ose l'espérer, de doute pour personne, c'est aussi un artiste, c'est sa manière de faire à cet homme,
Sa manière à lui, il a agi de même lors de l'affaire du Crédit Universel et des lingots de la monnaie, des affaires qu'il faudra réviser, Monsieur le Président. Car il y a quelques innocents dans les prisons depuis que Ballmeyer Larsan appartient à la sûreté.